Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce supplément. Comme vous le savez, ils sont tous consacrés à la pandémie vue d'un autre pays que le nôtre. Et aujourd'hui, c'est au Ghana que nous nous trouvons, plus exactement, que nous retrouvons Elliot Ledru. Elliot Ledru, bonjour. Bonjour Monsieur Meyer, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions de consacrer un peu de votre temps. Vous êtes proposé pour participer à cette chaîne des auditeurs qui nous a permis d'enrichir beaucoup nos suppléments. Vous êtes au Ghana et vous y êtes depuis combien de temps? Alors je suis installé au Ghana depuis 7 ans maintenant, dans une petite ville qui s'appelle Takoradi, à peu près 4 heures de voiture de Accra, la capitale. D'accord. Et vous vous rendez de temps en temps en dehors de cette petite ville ou vous faites des allers-retours entre cette petite ville et la France? Alors mon travail m'amène déjà à voyager en Côte d'Ivoire aussi de temps en temps, et bien sûr avec ma famille, parce que je suis en famille là-bas. Nous rentrons 1 à 2 fois par an en France pour principalement les congés et voir la famille. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être, avant que nous passions à la pandémie elle-même, nous dire un mot du Ghana, rafraîchir la mémoire de nos auditeurs sur ce pays? Oui, alors le Ghana est un pays qui est en Afrique de l'Ouest, qui a comme pays frontalier principalement des pays francophones, avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. Le Ghana est un pays, une ancienne colonie anglophone qui parle anglais, mais qui a quand même pas mal d'échanges avec ces pays francophones frontaliers où le français est plutôt bien vu. Euh, Allez-y, je vous en prie. non, je vous écoute, si vous avez des questions particulières. Vous êtes voisin du Burkina Faso. Je voulais vous demander si l'agitation récente au Burkina Faso, les violences récentes au Burkina Faso avaient d'une manière ou d'une autre touché le Ghana. Oui et non. Oui, parce que c'est un pays frontalier et donc tout de suite les ambassades travaillent ensemble et on sait par source d'ambassade la sécurité que le nord du Ghana aujourd'hui est fortement déconseillé par rapport à la sécurité et aussi par rapport à des possibles troupes de Daesh. Alors est-ce que c'est confirmé ou pas? Je ne peux pas vous dire, mais c'est le message qu'on a reçu de l'ambassade de France. D'accord. Alors, venons-en à la pandémie. Elle a commencé à se manifester quand et quelles ont été les réactions? Alors, comme on a pu le voir, le virus est arrivé un peu plus tard qu'autre part dans le monde, en Afrique. Donc, nous, globalement, on a eu des premiers cas à partir du mois de mars. Il y a eu peu de cas, ça a mis beaucoup de temps à se lancer. Donc, les gens, que ce soit des expatriés ici ou même les locaux, ont regardé ça d'un œil un peu lointain, je dirais. Et il n'y a pas vraiment eu de peur au niveau de la population. C'était plus quelque chose qu'on regardait de loin, on disait que ça n'arrivera pas, ou ça mettra du temps ici. Et finalement, c'est arrivé progressivement. Donc aujourd'hui, on est à 25 000 cas recensés, avec globalement 120 morts, donc très peu de morts par rapport au pourcentage que l'on peut lire et voir dans les pays européens. Comment est-ce qu'on explique ce petit nombre de décès? Euh, alors moi, je suis pas médecin, hein, mais Mais ce que j'ai vous pu en savez. voir et ce que je pense, c'est vrai qu'aujourd'hui, la population d'Afrique de l'Ouest vit beaucoup moins longtemps qu'une population européenne. Donc, comme c'est une maladie pour les gens qui sont morts, principalement qui touche les gens plus de 70 ans, d'après ce que j'ai pu voir ici, c'est vrai qu'avant d'atteindre 70 ans, les gens doivent traverser pas mal d'aventures et d'expériences, je pourrais dire, rien qu'en parlant du paludisme et bien d'autres maladies que nous, on ne peut pas voir depuis longtemps en Europe. Donc je pense qu'il y a déjà ça. Et après, peut-être aussi la proximité
inégalité avec les habitants entre eux. C'est vrai que la population africaine au kilomètre carré est moins dense que ce qu'on peut voir en Chine ou dans les pays d'Europe. Moi, je vois dans la ville où j'habite, par exemple, nous n'avons pas d'immeubles. C'est principalement que des maisons. Donc, on peut facilement, je dirais, prendre nos distances avec les gens, malgré le fait que 90% de la population vit dehors. La ville où vous travaillez, où vous habitez, a une population de combien à peu près? Alors aujourd'hui, Takoradi, c'est la troisième ville du pays. Et donc, nous, il y a à peu près 1 million de personnes. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle une grande ville, c'est ce qu'on appellerait une grande ville en Europe, et c'est une grande ville en Afrique. Le Gabon a quoi, à peu près 30 millions d'habitants? Le Ghana. Le Le- Ghana, ouais, c'est ça, 25-30 millions d'habitants. Alors, si on en reste à ce qui se passe, pour ne pas vous demander de faire des généralités sur des choses que vous n'avez pas eu directement l'occasion de voir, si on en reste à ce qui se passe dans votre ville, donc à partir du mois de mars, le bruit s'est répandu que l'épidémie existait, et sur le plan sanitaire, vous êtes équipé comment? Les autorités ont réagi de quelle manière? Alors c'était assez intéressant parce que on a vu un confinement en France qui est arrivé courant mars, je crois, Oui. et le Ghana, malgré 100 cas recensés, a organisé un confinement à la capitale et dans la deuxième ville du pays. Donc en fait, la moitié du pays s'est retrouvée confinée aussi, alors qu'on n'avait qu'une centaine de cas. Donc, je pense que c'était surtout pour faire un peu la même chose que ce qu'ils ont pu voir en Chine ou en Europe. Mais ils ont réussi à tenir ce confinement pendant 2 semaines. Et après, le président a levé ce confinement et la vie a repris son cours depuis. Donc on a eu un confinement très tôt, au final, enfin, un soi-disant confinement très très tôt, mais pas dans tout le pays, que dans les 2 plus grosses villes, qui s'est arrêté au bout de 2 semaines et la vie a repris son cours. Alors, je pense qu'il y a, pour plusieurs raisons, hein, il y avait déjà une pression politique. Le Ghana 2020 est une année d'élection au Ghana, et après une grande pression économique aussi sur le pays. Malgré ça, depuis mars, les frontières sont fermées, elles sont toujours fermées. Donc les autorités, je dirais l'État, essaie de mettre en place aussi des actions comme aujourd'hui, ce qu'on peut voir partout, hein, le port du masque, se nettoyer les mains, respecter les distances sociales. Après, c'est quand même dur, très dur à les faire appliquer ici. Je le vois même dans le cadre de mon travail. Moi, je travaille sur une usine où il y a à peu près 400 personnes. J'insiste tous les jours sur le port du masque, mais c'est très compliqué, sachant que les gens portent le masque au travail, mais après, ils sont ensemble dans la même communauté et ne le portent pas en dehors du travail dans la même communauté. Donc, des fois, on se pose la question aussi si on fait bien les choses. Et puis, il y a aussi un autre problème que j'ai rencontré, c'est par rapport à la population, c'est on s'est retrouvé devant des personnes qui ne savaient pas comment porter le masque. Donc, d'un point de vue sanitaire, moi, par exemple, sur l'usine, on a dû faire des petites vidéos pour expliquer aux gens les bonnes pratiques du masque. Il ne faut pas le toucher avec ses mains. Il faut couvrir bien la bouche et le nez. Une fois qu'on l'a mis, on le jette. On ne le met pas dans sa poche pour le remettre après sur le visage. On rencontre pas mal de problèmes de ce genre. Et est-ce que ces vidéos et tout ce que vous avez pu faire comme travail d'information et travail pédagogique, est-ce que ça a de bons effets ou ça reste un peu en l'air? Je pense que ça porte ses fruits, je dirais, au travail, parce que c'est-à-dire qu'au travail, globalement, on peut éviter une propagation du virus sur son lieu de travail. Après, comme je vous dis, la plupart des gens vivent ensemble dans la même communauté, qui fait que s'ils ne respectent pas ces mêmes conditions dans leur communauté, c'est plus compliqué. Moi, je vois par exemple, aujourd'hui, on a une communauté tout près de l'usine où je travaille, où il y a pas mal de personnes qui sont infectées. Et on avait peur que ça touche beaucoup l'usine. Au final, nous n'avons que quelques cas qui sont sur l'usine et on peut voir que c'est pas, la contamination n'est pas faite au niveau de l'usine, mais plus au niveau des communautés lors de rassemblements. Et alors, ces personnes qui sont infectées, on s'en est aperçu comment? Par des tests ou bien parce qu'elles ont commencé à avoir les symptômes de la maladie?
Alors nous, on a la chance d'avoir une clinique au sein de notre entreprise avec un docteur. Donc on a déjà fait, on a mis en place à l'entrée de l'usine, par exemple, des prises de température, des rencontres avec les docteurs et les infirmières pour pouvoir voir s'ils avaient des symptômes. Et suite à ça, on pouvait faire appel à un numéro d'urgence établi par l'État. Et donc l'État déployait des, des missions avec des personnes qui venaient pour faire des tests. Donc, tout est parti d'une bonne intention. On peut voir les dérives de tout ça au niveau par rapport aux moyens qui sont mis en place parce que tout s'est très bien passé. Donc, par exemple, pour les premiers cas qu'on a eu, on a alerté, les gens sont venus rapidement, ils ont pu faire des tests. Cependant, on a eu les résultats des tests un mois et demi après. Donc, c'était compliqué d'agir parce que pendant un mois et demi, on était en attente des résultats. Et lorsqu'on a eu le résultat, on nous a dit vous avez tant de personnes infectées, va falloir soit qu'on refasse des tests sur tout le monde, soit qu'on ferme l'usine. Et donc, ça pose des problèmes parce que nous, au bout d'un mois et demi, la personne est censée avoir guéri et elle pourrait revenir globalement au travail. Donc, c'est plus après derrière le suivi qui est compliqué par faute de moyens mis en place. Et à la suite de cette injonction des autorités, quand on vous a dit ou bien on ferme l'usine ou bien on fait des tests, il s'est passé quoi? Il y a eu des tests? Alors, nous, de toute façon, c'est l'État, donc on est obligé de suivre ce que l'État nous demande. Hein, donc, on, on répond directement au ministère de la Santé du Ghana via notre département de ressources humaines ici. Et du coup, aujourd'hui, on est toujours dans l'attente de savoir quelles décisions vont être prises. Alors, l'usine ne va pas être fermée, c'est sûr, mais est-ce qu'il faut faire un suivi est-ce qu'il faut refaire des tests sur tout le monde? Parce que nous, on aura dit qu'on était d'accord de faire des tests sur tout le monde, mais s'il fallait attendre un mois et demi pour voir les résultats, on ne comprend pas trop le but, sachant qu'aussi, nous, on paye pour cette démarche. Et par exemple, le cas échéant, on nous demande peut-être d'isoler les personnes qui ont été positives au test. Et du coup, c'est-à-dire c'est à nous de prendre en charge, de mettre une personne peut-être dans une maison ou dans un hôtel pendant 14 jours. Et donc ça, c'est à notre charge aussi financière. Mais est-ce que ça a un sens de mettre quelqu'un en quarantaine, enfin en quatorzaine comme on dit maintenant, un mois et demi après qu'il a été testé positif? S'il a été testé positif un mois et demi plus tôt et qu'il n'a pas de signe, c'est qu'il a guéri, non? C'est exactement ce qu'on a essayé d'expliquer aux responsables de la santé avec qui on discute. Donc on leur a expliqué qu'on ne comprenait pas trop leur démarche parce que normalement, il n'y avait plus d'intérêt à faire ce genre de choses, sauf si il y avait une meilleure réactivité de leur part sur les tests. Donc non, moi je pense que ça ne sert à rien. Après, quand on est une entreprise étrangère et que l'État nous demande de faire quelque chose, on n'a pas forcément d'autres moyens que d'accepter aussi ce qu'ils nous demandent. Bien sûr. Mais alors, comment réagissent les personnes qui ont été testées positives, enfin qui ont été testées, qui attendent un mois et demi le résultat et qui apprennent au bout d'un mois et demi qu'elles sont positives? Donc là, c'était aussi une question très importante. Et donc, le ministère de la Santé a décidé de ne pas divulguer les gens qui avaient été testés positifs. Donc, en fait, on les a juste contactés en leur demandant de s'isoler, mais on ne leur a pas donné les résultats des tests et on ne leur a pas dit concrètement, vous avez le coronavirus, il faut rester loin de votre famille pendant 14 jours. On leur demande juste de s'isoler et il y a un suivi téléphonique qui est fait avec eux. Alors nous, on a découvert tout ça parce que de notre côté, en fait, notre équipe médicale essayait de voir comment ces personnes étaient suivies. Et ça concerne combien de personnes à peu près? Aujourd'hui, on a eu une cinquantaine de cas positifs sur pratiquement, je dirais, 300 tests effectués. Oui, c'est une proportion relativement importante. De ces cas positifs ont pour le moment tous bien évolué ou est-ce qu'il y a eu des Ah complications? oui, oui. Aujourd'hui, nous, on a une population qui est quand même assez jeune et aucune personne, je dirais 95% des gens, c'était asymptomatique. Ils allaient même très bien. Aucune des personnes n'a eu vraiment de
de problèmes, à être malade pendant une semaine ou deux. Aujourd'hui, ils sont tous revenus au travail, hein. Mais alors, c'est un peu compliqué parce que voilà des gens qui sont testés, qui reçoivent les résultats au bout d'un mois et demi, à qui on ne dit pas qu'ils ont été positifs, mais à qui on dit qu'il faut qu'ils s'isolent, qui est quand même une façon de le leur dire. Enfin, ils comprennent de quoi il s'agit et il n'y a pas de réaction particulière. Ouais, c'est tout le paradoxe. C'est assez étrange, hein. Même nous, alors, moi, je trouve ça très étrange et là-dessus, moi, je travaille beaucoup avec mon directeur des ressources humaines parce que c'est vraiment une discussion entre le département de la santé, je dirais, et nous, notre entreprise. Euh, Moi, après, on me donne les informations et je fais en sorte. On m'a dit que les gens revenaient au travail, qu'il fallait que je les que je les reçoive et qu'ils pouvaient reprendre le travail sans aucun problème. Donc, j'ai accepté, hein. Ils sont revenus. Oui, ça fait une situation qui est quand même assez difficile à gérer, il me semble, non? Ouais, mais surtout par rapport aux autres travailleurs. Parce que les autres travailleurs qui sont dans la même communauté ont pu voir que ces personnes étaient absentes pendant ce temps-là. Et là, le jour où ils sont revenus au travail, là, j'ai senti que ça avait créé une certaine peur au sein des autres employés. Donc, de toute manière, on porte le masque à l'entreprise. Donc, on a eu une discussion avec les personnes et on a expliqué qu'il n'y avait aucun problème, aucune crainte à avoir de ces gens-là. Oui, à condition de porter le masque et de respecter les distances physiques. Bien entendu. Quel est le degré d'information de la population sur l'ensemble du problème au Ghana et au Ghana et quel est le degré de fiabilité de ces informations dans une période électorale, si je puis reprendre ce que vous disiez tout à l'heure? Euh, alors, le degré d'information par rapport à la population, il y a un site internet qui a été quand même créé par l'État où on peut accéder aux informations qui nous donnent le nombre de morts, le nombre de personnes testées positivement, le nombre de personnes qui sont guéries et le nombre de cas infectés aujourd'hui. Donc ça a bien marché au début. Je vous avoue que moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Après, l'information circule beaucoup par la radio, par les radios locales. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des informations fiables? Moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Surtout quand je vois que, je vous dis, quand on fait un test, on a les résultats un mois et demi après. Et aujourd'hui, on ne fait pas les tests sur toutes les personnes décédées. Donc, c'est comme au Ghana, on dit qu'en Afrique, il y a beaucoup le sida et le paludisme, par exemple, mais on ne pourrait pas établir le nombre de morts qu'il y a du sida au Ghana, de toute manière, parce qu'on ne fait pas le test. Et pour les gens ici, le sida n'existe pas. Donc, je dirais que ça peut être pareil pour le coronavirus. La plupart des gens aujourd'hui qui meurent, on dit ils sont partis rapidement. Voilà ce qu'ils me disent. Moi, j'ai eu des gens au travail, ils m'ont dit ma mère est décédée la semaine dernière et on ne cherche pas à savoir de quoi ou pourquoi. Donc, le nombre de morts aujourd'hui, nous, officiels, est 122 morts. Je trouve que c'est très faible. Est-ce que c'est le résultat fiable? Je ne pense pas. On parle aujourd'hui qu'il serait préférable de comparer le nombre de morts de l'année dernière et d'il y a 2 ans entre janvier et juin pour pouvoir peut-être avoir une meilleure ordre d'idée. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants avec moi. Ils sont J'ai 2 scolarisés? petites filles. Elles étaient scolarisées, mais donc 1 an et 2 ans et demi. Donc Oui, donc la première a commencé l'école et en fait les écoles ont fermé. Donc au bout d'accord. d'une semaine, l'école a fermé. Donc les écoles sont toujours fermées aujourd'hui. Les écoles ont fermé à partir de fin mars. Et je sais qu'aujourd'hui on se pose la question de est-ce que les écoles vont ouvrir pour la rentrée de septembre? C'est pas sûr. D'accord. Il y a évidemment pas pour une petite fille de l'âge de la vôtre, mais vous avez constaté qu'il y avait une sorte de, comment dire, de suppléance, enfin de téléenseignement, de quelque chose qui permette de pallier la fermeture des écoles. Alors la plupart des écoles ont mis en place un système qu'ils ont appelé virtual.
Donc en fait, c'est en ligne. Je vous avoue que moi, j'ai pas eu l'occasion de voir l'efficacité si ça marchait bien. Donc je peux pas vous en parler, mais je sais que j'ai un ami qui a un enfant qui a l'âge de 6 ans et ils ont fait des vidéos en ligne. Et apparemment, ça marche plutôt bien. Et ça a été mis en place pour la plupart des écoles. D'accord. D'accord. Écoutez, je vous remercie de nous avoir éclairé sur la situation au Ghana. J'ai eu l'occasion, avant que nous fassions cet enregistrement, de vous dire qu'il y avait 16 auditeurs du Nouvel Esprit Public recensés au Ghana. Donc, avec vous, il n'en reste plus que 15. Peut-être avec votre épouse, il n'en reste plus que 14. Est-ce que vous êtes arrivé d'en rencontrer, de parler du Nouvel Esprit Public avec eux, ou est-ce que ça vous a étonné, ce chiffre vous a étonné d'une manière ou d'une autre? C'est pour ça que je vous avais posé la question, parce que non, je n'ai jamais rencontré quelqu'un aujourd'hui au Ghana qui écoute le Nouvel Esprit Public. 16 auditeurs, oui, je suis étonné. Je pensais qu'il y en aurait moins, pour être franc. Mais après, comme j'ai pu écouter lors du dernier entretien Bada à Hong Kong, bon, Oui. je crois que c'était Bruno Charles, donc de proposer de créer un rendez-vous pour partager les auditeurs du Nouvel Esprit Public. Je pense que nous, avec 16 personnes, on aura du mal, mais pourquoi pas essayer de connaître ces personnes-là au Ghana. Mais je pense que principalement, ils sont sur Accra. On a très très peu d'étrangers là dans ma ville, donc pourquoi pas sur Accra. Eh bien, écoutez, il ne reste qu'à créer une boîte qui permette de recevoir les messages des personnes qui sont. Et moi, je ferai le relais, bien entendu. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la situation dans le pays dans lequel vous travaillez. J'ai oublié de dire que je crois que vous travaillez dans une plantation d'EVA et de transformation de l'EVA. C'est ça, ouais, ouais. Dans une plantation d'EVA et une usine de transformation de caoutchouc naturel. On insiste là-dessus. Ce n'est pas encore du caoutchouc biologique, mais c'est du caoutchouc naturel, c'est ça. Ouais, bah c'est par rapport au caoutchouc synthétique qui existe aujourd'hui, c'est pour ça. Elliot Ledru, merci beaucoup. Merci, Monsieur Meyer.